Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de chaque jeudi. Comme à chaque fois, nous sommes ravis de vous retrouver en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous allons vous accompagner de 8h à 9h30 comme à chaque fois et on commence avec ce premier plateau après ce jingle. J'ai l'honneur de recevoir à mes côtés M. Bzarndan. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Très Alors justement, nous allons parler des préparatifs des examens de fin de cycle pour les cycles moyens et bac, bien sûr. Comment se font les préparatifs, surtout d'un point de vue psychologique chez les enfants et les parents en même temps. Très bien. Les examens scolaires de fin d'année concernant le BEM et le baccalauréat, je commencerai d'abord par dire qu'il n'y a pas une solution magique à l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, c'est le plus important dans ces examens, puisque il faudrait rappeler d'abord qu'il y a plusieurs partenaires qui prennent part à ces examens. Il y a l'enseignant, il y a la famille bien sûr, c'est le centre d'intérêt, et il y a d'autres partenaires comme les associations. En ce qui concerne, disons, l'aspect préparatif, l'aspect matériel, il n'y a jamais eu de problème. Bon, il y a une institution qui s'occupe des préparations matérielles de l'examen et il y a tout au long de l'année les enseignants qui essayent de prendre part à cet aspect, à cette prise en charge de l'aspect psychologique, mais sur lequel ils ne s'étalent pas tellement, compte tenu de l'autre tâche qui leur incombe, à savoir le programme. Il faudrait terminer le programme. Il faudrait aussi apprendre aux futurs candidats à appréhender cet examen. Donc, ce qui fait que ça ne leur donne pas tellement. L'aspect psychologique, moi personnellement, j'y vois deux partenaires principaux. En l'occurrence, disons, le candidat lui-même, puisque c'est lui le premier concerné. Le deuxième concerné, ça serait la famille. La famille, les parents en particulier. Les parents. Oui. Quand je dis la famille, c'est surtout les parents. Disons la cellule dans laquelle évolue le candidat. L'aspect psychologique de préparation aux examens, pour ce qui est de l'institution elle-même, il se fait tout au long de l'année, puisque déjà dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle les conseillers d'orientation, qui sont de formation psychologique. La majorité sont des psychologues, donc ils ont un programme, ils ont des directives, ils donnent des conseils tout au long de l'année, et même durant le déroulement des examens, ils sont présents dans les centres des examens. À défaut, c'est un psychologue et un médecin qui... moi, l'aspect sur lequel plutôt je vais m'attarder, c'est sur, disons, le candidat lui-même. D'abord, au niveau de la cellule, de la famille et des parents, il y a un stress qui est instauré par la famille. Disons que, je vais donner un exemple, normalement l'aspect psychologique devait être pris en charge depuis le début de l'année. Justement, ça allait être ma question. À partir de quel moment on commence à préparer l'examen? Normalement, c'est en début d'année, lorsque, moi je préfère dire, les apprenants arrivent en terminale. C'est à partir de là, c'est un nouveau programme, c'est de nouvelles tâches à effectuer. C'est là qu'il faudrait, disons, en classe, que l'enseignant commence. Parce que sa prise en charge de l'aspect psychologique, ce n'est pas uniquement le comportement, c'est aussi lui montrer comment apprendre à faire des revisions, comment appréhender le sujet, comment traiter. Ça, donc c'est dès le début de l'année. Malheureusement, en ce qui concerne la cellule familiale, ça se fait généralement en ce moment, disons 1 mois avant l'examen. Et malheureusement, ça crée un stress. Exactement. Un stress pour tout le monde, aussi bien pour les parents que pour le candidat. Alors on va lui rabâcher pendant tout un mois l'importance du baccalauréat, alors que normalement les parents devraient dédramatiser cet examen. Il faut le dédramatiser. Parfois c'est pire encore, c'est pas justement le stresser, mais à chaque moment où il vient se reposer, va réviser alors qu'il a besoin de moments de repos. Alors on lui rappelle, bon j'y reviendrai, on lui rappelle qu'il faut que tu aies ton bac, il faut ceci, on va lui dire il faut que tu aies une bonne moyenne parce que peut-être que le cousin a eu... Il y a tellement d'éléments que moi je pense à mon avis que ce sont les parents qui
qui crée ce stress. Exactement. Alors que ça serait absolument l'inverse. On en discute une fois pour toutes au début de l'année. On lui montre l'importance du bac. Bien sûr, évident, nous sommes dans un système qui a posé des conditions. Plus vous avez une bonne moyenne, plus vous avez le choix. Bon, tout ça, on le lui apprend au début. Mais après... Mais je pense que ce serait mieux de lui apprendre bien avant l'année du bac. Bon, on peut le... Absolument. Tout au long de son cursus, il devrait savoir que le jour du bac, il devrait avoir les compétences. Comment réviser, comment se préparer psychologiquement. Mais justement, c'est ce qui se passe, c'est que c'est durant ces 2 derniers mois que tout ceci est fait. Exactement. On lui apprend à réviser. Alors, il y a un autre élément qui est rentré dans nos coutumes scolaires, je vais dire, ce sont les cours. Alors, pendant 2 mois, on l'oblige en quelque sorte à aller faire des cours. Bon, je ne suis pas contre les cours, mais... c'est là où vraiment il y a un grand stress qui se développe. Moi, je connais des candidats qui ont cours. Bon, vous savez qu'à partir du 3e trimestre, généralement, on sèche les cours du secondaire et on va suivre des cours ailleurs. Et c'est parfois de 8h à midi. Moi, je connais des apprenants jusqu'à minuit, des fois. Y compris les week-ends. Absolument, y compris les week-ends, les jours fériés. Et ça ne fait que gonfler le stress encore. Alors que durant ces 2 mois, il me semble qu'on ne devrait plus parler de l'importance du bac. Ça y est, on t'a appris pendant ce soir l'importance du bac, de la moyenne. Maintenant, j'appellerais ça, il faudrait accompagner, gérer le peu de temps qui reste sur différents plans. D'abord, sur le plan psychologique, c'est essayer de mettre complètement à l'aise le candidat. Tout à fait. D'accord ? En s'occupant une espèce de, on pourrait l'appeler une hygiène de vie. Durant ces 2 mois, pendant ces 2 mois, une hygiène de vie du côté psychologique, du côté alimentaire, parce que l'alimentation joue un rôle. D'ailleurs, il est préconisé que plus les épreuves du bac approchent, plus il faudrait éviter tout ce qui est sucrerie. Selon certains chercheurs, les sucreries influent beaucoup plus sur le stress. Donc, il y a cet aspect alimentaire que les mamans devraient prendre en charge. Il y a l'aspect de gestion du sommeil aussi. Tout à fait. Du sommeil, tout à fait. Très important. Il y a des candidats très, très importants. Il y a des candidats qui passent des nuits blanches et qui, le lendemain, se retrouvent dans un état vraiment lamentable. De par mon humble expérience, puisque quand je faisais partie de l'éducation, nous avions à gérer des centres de baccalauréat. Vous aviez des élèves le matin qui venaient sans petit déjeuner. Vous avez des élèves le matin qui arrivaient, bon, pas tous heureusement, mais c'est des cas, c'était des cas à prendre en charge, qui arrivaient sans prendre de petit déjeuner. Et qui, alors, déjà, ce stress, cette fatigue, ce manque de sommeil, imaginez ce qui se passe quand il est face à un sujet. Bon, il voit le sujet, il y en a qui sont tombés dans les pommes, il y en a qui l'a fait. Vraiment, l'aspect psychologique est très important, beaucoup plus, j'allais pas dire beaucoup plus, mais autant que l'importance que nous donnons au contenu, à l'aspect cognitif, au programme, etc. Parce que c'est une phase finale et qui risque vraiment de ne pas bien marcher parfois, de ne pas bien marcher si les mots conviennent. Donc, disons que pendant cette période qui reste avant le baccalauréat, disons 1 mois, 5 semaines à peu près, c'est beaucoup plus une gestion à la fois des révisions, puisqu'il me semble que maintenant, en fin d'année, les candidats passent beaucoup plus de temps dans les cours privés et à la maison. D'après mes informations, je sais que rares sont ceux qui vont encore au lycée pour faire quelques révisions. Mais ils sont soit chez eux en train de réviser, soit en train de suivre des cours. Et c'est là vraiment où on devrait faire appel que les parents qui n'arrivent pas justement à gérer ce temps qui reste, ils devraient faire appel aux partenaires, en l'occurrence les conseillers d'orientation, les psychologues, etc., pour demander des conseils, notamment en hygiène de vie, en alimentation et en gestion du sommeil, pour pouvoir diminuer, pour pouvoir diminuer. Bon, je sais que le stress ne partira pas. Bah oui, mais il faut bien gérer le stress. Mais on pourra le gérer quand même, à gérer pour arriver au moins à ce résultat. Et un dernier conseil peut-être qui me revient comme ça, parce que c'était par expérience, apprendre aux candidats aussi, quand ils finissent une épreuve, de ne plus en parler.
Oui. De ne plus en parler quand on revient à la maison. Ça ne sert à rien de chercher les résultats, de se stresser encore plus. Surtout de lui montrer là où il aurait pu faire une erreur, et ça va vraiment encore ne faire que consolider le stress. Alors qu'il faudrait éviter absolument d'en parler. Et il me semble que si on arrivait à harmoniser tout ceci, on pourrait arriver à une gestion vraiment psychologique de ces examens de fin d'année. Quoique, juste une petite différence, la gestion psychologique de l'examen du baccalauréat est plus délicate que celle du BEM. Je vais le dire en termes de résultats, puisque un apprenant, je vais dire un candidat, qui n'arrive pas, qui ne décroche pas son BEM, il lui reste toujours une chance, puisque le BEM est compté avec la moyenne. Ce n'est pas le cas du baccalauréat. Oui. Le baccalauréat, il faut avoir la moyenne, sinon il n'a pas, et il risque d'échouer. Alors, vous avez utilisé le mot dédramatiser, Oui, et je vais souligner ce mot parce que beaucoup de parents pensent que voilà, l'examen du baccalauréat, c'est la finalité. Or, ce n'est qu'un examen comme tant d'autres. S'il échoue, alors là, c'est sa première fois. Il a toujours plusieurs d'autres chances pour les saisir. C'est pas la fin du monde si on sort du bac. Il y a d'autres formations, il y a d'autres manières de faire sa vie. D'autres profils. Oui, mais on peut réussir sa vie sans le bac. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de joindre l'utile à l'agréable, mais c'est pas la fin du monde. Absolument. Mais justement, c'est que quand j'ai utilisé le mot dédramatiser, c'est pour ça que je vous ai dit, je souligne absolument, les apprenants, les candidats eux-mêmes savent que c'est un obstacle. Oui. C'est vrai que c'est un obstacle qu'il convient de dépasser, puisque quand on a le bac, c'est une autre vie. Mais il faut rester positive, optimiste, comme tous les gens qui ont eu le bac, pourquoi pas moi? J'allais un peu utiliser, pour dédramatiser cet examen, etc., il faut positiver. Exactement. Il faut rester pessimiste. L'un des exemples que j'ai donné, c'est celui de ne plus parler de l'épreuve que nous avons passée. Exactement. Ça y est, nous la laissons de côté et on essaie justement... Je vais essayer à chaque fois de faire mieux. Absolument. Et cette gestion psychologique aussi de l'examen du bac se fait entre les épreuves. Une épreuve est terminée, on n'en parle plus. Exactement. On ne parle pas aussi de celle qui va venir. Et j'ai remarqué quelque chose qu'on nous conseillait. D'ailleurs, bon, à mon époque, il n'y avait pas de conseiller d'orientation, personne ne nous a conseillé, mais quand même, je vais essayer de dire quelque chose, c'est que à une certaine époque, on évitait, on demandait plutôt à nos enfants, à nos candidats, de ne plus toucher à leur cahier pendant les 48 heures, au moins 48 heures la veille. J'ai l'impression que ça a disparu en ce moment. Quand je vois certaines écoles où la veille de l'épreuve, ils sont encore là en train de travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin. Ils n'ont même pas le temps de stocker, d'assimiler. Ils n'ont même pas le temps de manger parfois. Ils n'ont même pas le temps mais surtout de mémoriser, parce que quel est l'intérêt de réviser la veille? C'est pour pouvoir mémoriser. Absolument, alors qu'il est conseillé de réviser beaucoup plus le matin tôt de exactement. Bonheur. Absolument. Et nous avons un exemple référentiel, des fois on l'oublie, c'est que ceux qui ont très bien appris le Coran, ils l'ont fait le matin de bonne heure. Et c'est le matin. Là, les informations sont encore absolument fraîches. Après une bonne nuit de sommeil aussi, on arrive à mieux stocker les informations. Donc regardez, il faut se préparer. madame, absolument, le stress, si on décide de combattre vraiment ce stress, c'est de s'occuper beaucoup plus, de donner une importance, je dirais, pour ne pas, puisque l'aspect cognitif, les connaissances ont leur... Mais c'est essayer aussi à part égale, de donner une importance au régime alimentaire qui précède les épreuves du bac et à la gestion du sommeil. Et en même temps, ça leur apprendra à gérer leur temps pendant les épreuves. Il faut avoir le temps de faire tout pour être équilibré. Bien manger, bien se reposer, bien réviser. C'est une gestion. Ça ne sert à rien de sacrifier l'un en dépit de l'autre. Justement, c'est ce qui se passe. On sacrifie le sommeil, on sacrifie parfois, le régime alimentaire. On le fait au détriment du sommeil. Et ça. Et ce qui serait bien, c'est justement c'est qu'on commence
tout ce travail dès le début de l'année. Vous l'avez bien dit, ça se fait bien amont, mais si on arrivait simplement à le faire à partir de la rentrée scolaire, à vraiment expliquer ce que veut dire gérer la gestion du temps, la gestion de notre repos, la gestion de certains loisirs aussi. Il n'est pas interdit d'aller faire un petit footing ou de se promener pendant les épreuves du bac, chose absolument... Au contraire, c'est recommandé, je pense, parce que le bien-être contribue... Mais vous savez, justement, cet examen du baccalauréat, à une certaine époque, il ne dépendait que de l'éducation. Bon, avec le temps, avec le système, etc., il y a beaucoup de partenaires qui se sont rentrés en jeu. Oui, qui sont rentrés. Moi, j'allais dire qu'ils se sont infiltrés. C'est pas, je m'excuse le mot, mais qui, en voulant bien faire, etc., apportent des idées peut-être qui vont à l'encontre, à l'antipode de ce que nous essayons de faire. Exactement. Parmi ces idées, absolument, j'ai donné un exemple peut-être banal, c'est qu'il faudrait se reposer 48 heures avant les épreuves. Or, ça n'existe plus. Vous avez qu'à faire un petit tour au niveau des écoles privées, qu'on appelle les écoles privées. C'est les 48 heures où l'on s'acharne vraiment. Ça travaille H24. Oui. Même avant 48 heures, on a tous des enfants qui sont passés par là. Le dernier mois surtout. Alors, en plus, j'éviterai de parler du côté financier, ce que ça coûte aux parents. Hein, ça leur coûte les yeux de la tête. Surtout ce qu'on appelle... qu'ils appellent en arabe dawra mukattafa, qui veut dire une session accélérée. Alors là aussi, bourrage. Oui, là aussi, ça laisse à désirer comment elles sont faites, ces sessions. Bon, mais que veut-on? Et enfin, pourquoi il faudrait dédramatiser l'examen du baccalauréat avec tout ce qui se passe en ce moment? C'est que, j'allais dire, il faudrait leur montrer ce que vous disiez tout à l'heure, que ce n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Ce n'est pas une fin en soi. Surtout avec le système que nous avons, il est permis de repasser son bac 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y en a qui l'ont passé plusieurs fois et qui l'ont eu après. Donc ça, c'est un peu dédramatiser le baccalauréat. Et il est du temps où on exerçait encore. Si je prends l'exemple d'il y a un très grand nombre d'années, les anciens s'en rappellent très bien, et nous avions fait même des propositions quand on exerçait. Il existait 2 baccalauréats. Oui. C'est ce qu'on appelait une première session. La deuxième session. Si d'un côté nous parlons de la lourdeur des programmes, de la charge que les étudiants ont durant le secondaire, à laquelle, ou plutôt auquel viennent se greffer des retards constatés, il faut faire. Pourquoi ne plus penser à reprendre peut-être ce remède, j'allais dire ce remède pédagogique, et penser peut-être à reprendre cette solution de baccalauréat en 2 sessions. C'est très simple à expliquer, c'est qu'en 2e année secondaire, chaque profil passerait un baccalauréat première partie où il y aurait les épreuves secondaires, qu'on pourrait appeler secondaires. Par exemple, si je prends un scientifique, on lui ferait passer l'épreuve d'histoire, géographie, d'anglais, par exemple, de français, et c'est une note qui serait conservée. En terminale, en fin de cycle, il aura beaucoup plus de temps à s'occuper des matières essentielles, etc. Et puis à refaire la moyenne, tout simplement. Et puis on pourrait aussi prendre des exemples des autres nations qui ont pris la peine de faire des interviews avec les étudiants pour voir l'orientation. Parfois, il a une orientation scientifique, il a de bonnes notes en matière scientifique, mais il n'arrive pas à avoir une bonne moyenne au bac, alors qu'il n'en aura même pas besoin dans sa formation future. Donc il y a pas mal de façons de faire. D'ailleurs, les élèves même vous diront, je vais vous donner un exemple. Ma fille tout à l'heure me disait, elle est en train de refaire son bac, sa moyenne ne lui a pas plu. Elle me dit pourquoi on m'oblige à apprendre l'histoire-géographie. Moi, je veux devenir scientifique. Oui. Bon, on essaie de lui expliquer. Nous essayons de lui expliquer que quand même l'histoire-géographie, la philosophie, etc. Même si tu deviens scientifique, ça fera partie de ta culture générale. Mais disons, moi, l'aspect sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que les examens, quand on parle examen, on parle d'évaluation. Et dans l'évaluation, il y a toujours une partie d'aléatoire. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas d'évaluation exacte, il n'y a pas d'évaluation précise. Alors pourquoi
puisque nous partons de ce principe, pourquoi ne pas trouver une autre solution? D'un côté, nous nous plaignons des programmes très chargés. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de nous étaler encore plus, même si le sujet est très intéressant. Je vous remercie pour votre présence, pour toutes ces informations. J'espère vous retrouver une prochaine fois. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons justement pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
Rebonjour chers téléspectateurs, nous sommes avec vous toujours en direct de la station régionale de Béchar et bien sûr dans votre émission Bonjour d'Algérie, nous continuons notre émission en recevant mon deuxième invité, en l'occurrence Dr Moussaoui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah ben, ravi de vous recevoir. C'est réciproque, merci beaucoup. Alors nous allons justement parler du diabète chez l'enfant. Oui. Comment diagnostiquer que notre enfant est diabétique et puis surtout comment le prendre en charge. Bon, le diabète chez l'enfant, on dit que le diabète chez l'enfant, c'est un diabète insulino-dépendant. Ouais. Donc l'enfant, il est dépendant de l'insuline. Il ne peut pas vivre sans insuline. D'accord? C'est pas comme c'est un diabète de type 1. Bon, comment ça se passe? On dit aux parents comment savoir que l'enfant il est diabétique. Donc, les premiers symptômes, c'est quoi? C'est un enfant qui boit beaucoup d'eau. Oui. Il boit beaucoup d'eau, il urine beaucoup, il se lève la nuit 2, 3, 4 fois, il urine beaucoup. Donc, bon, si c'est un enfant à bas âge, par exemple, entre 0 et 2 ans, il porte les couches, c'est pas comme les autres enfants. Il change de couche, par exemple, un enfant normal, il change de couche 2, 3, on dit 4 fois par la journée, 24 heures. Mais un enfant diabétique, il change presque 8 fois, 10 fois les couches. C'est des couches qui sont pleines. Il urine beaucoup. C'est des couches qui sont gonflées. Et chaque fois, il change presque 8 fois. Les 24 heures, il change de couche. Donc, c'est les premiers symptômes. Bon, puis c'est un enfant qui ne parle pas, qui ne communique pas avec les parents, mais il y a des signes. Il faut que les parents soient vigilants, justement, et surveillent. Ouais. Donc, c'est des couches qui sont gonflées d'urine, plein. Ils changent les couches presque 10 fois, 12 fois dans 24 heures. C'est pas comme les enfants normaux. Ils changent les couches 4 fois, 5 fois maximum par 24 heures, d'accord? Et chez l'enfant, ce qui dépasse les 2 ans, presque 3 ans, vers 11 ans, donc c'est un enfant qui urine beaucoup. Il se lève la nuit. Plusieurs fois la nuit. 4, 5 fois la nuit. Donc, c'est un enfant qui a un sommeil vraiment un peu déréglé. Donc, il boit beaucoup, il urine beaucoup. C'est le syndrome polydipsique, d'accord? Il boit beaucoup, il urine beaucoup. Et en plus, il mange trop. Mais il n'est pas obèse. La cause de diabète chez l'enfant, on dit que 95% de diabète chez l'enfant, c'est une cause, comment dire, c'est des anticorps qui se développent chez l'enfant. Des anticorps qui vont détruire les cellules bêta de Langerhans, les cellules bêta du pancréas. Bon, les étiologies, ils ont fait des études. Actuellement, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé d'étiologie précise. C'est des suggestions, d'accord? Les anticorps, c'est peut-être des anticorps virales, comme on dit par exemple Covid-19, la période de Covid-19, il y avait vraiment une recrudescence importante des enfants diabétiques parce qu'il y a une agression par un virus, d'accord? Donc, c'est des anticorps qui attaquent le pancréas. Il attaque les cellules bêta du pancréas. C'est les cellules bêta qui sont responsables de la production de l'insuline. Bon, le rôle de l'insuline, c'est quoi? L'insuline, c'est un transporteur. Il transporte le sucre. Il va le ramener à la cellule. Il va faire ouvrir la cellule. C'est la clé. Donc, il fait rentrer le sucre dans la cellule et la cellule, elle en a besoin du sucre pour faire l'énergie. C'est la mitochondrie, c'est toute une usine. Donc, quand les cellules bêta de Langerhans sont détruites, donc il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de transporteur. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le sucre va augmenter dans le sang. Quand il augmente dans le sang, il va l'évacuer par les urines par la suite. Il va y avoir... Oui, c'est sûr. Mais surtout, Anna, j'aimerais bien savoir comment diagnostiquer un enfant. Maintenant, généralement, on entend dire qu'ils sont obèses. Je viens d'apprendre que voilà, non, c'est tout à fait... Après l'insulinothérapie ou avant? Je ne sais pas, on dit généralement que les enfants diabétiques, c'est des enfants obèses. Maintenant, vous m'apprenez que non, par contre, ils mangent beaucoup, mais ils restent chétifs. Les enfants, peut-être après avoir pris de l'insuline, vont devenir obèses. C'est après avoir pris de l'insuline, d'accord? Puisqu'ils vont faire, comment dire... Et sur un plan activité, est-ce qu'ils sont hyperactifs? Est-ce qu'ils sont fatigués? Non, les enfants qui sont diabétiques, c'est des enfants, pour diagnostiquer un enfant diabétique, c'est un enfant qui est feignant, c'est un enfant qui ne bouge pas trop,
qui est fatigué, d'accord. C'est un enfant, parce qu'il y a la glycémie qui est augmentée, donc c'est de la chaleur. Donc, il est feignant, fatigué, il n'est pas motivé, il ne bouge pas trop. Donc, c'est parmi les signes d'un enfant diabétique. Cette lenteur, cette fatigue, donc ça fait partie des signes et des symptômes. L'hyperglycémie, d'accord. Alors, comment gérer justement les parents quand ils viennent apprendre? Souvent, ils le prennent mal, que leur enfant, voilà, il est diabétique. Alors, première étape à faire, bien sûr, faire des analyses, aller voir un médecin, s'orienter vers, bien sûr, l'insuline, comme vous venez de le dire. Mais par la suite, comment prendre en charge cet enfant par rapport à son éducation, parce qu'il va aller à l'école, il y a des moments où il doit manger, à quel moment il doit prendre son insuline. C'est ça, c'est là où commence le rôle des parents, justement, pour l'accompagner. Il y a le pilier, le premier pilier, c'est le médecin généraliste, d'accord. Donc c'est sûr, les parents vont y aller, c'est un médecin généraliste. Le médecin généraliste, normalement, il a la base. Comment prendre un enfant, un nouveau diabétique. Donc, soit, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander un simple bilan. Oui. C'est la glycémie. Glycémie, oui. Et une simple glycémie veineuse, va détecter. S'il peut avancer, il peut demander le glyquet de 3 mois, d'accord? Mais une simple glycémie veineuse peut indiquer est-ce que c'est un enfant, il est diabétique ou non. Donc, après avoir découvert que l'enfant il est diabétique, donc il doit orienter l'enfant vers un service spécialisé. Donc, normalement, même ici à Béchar, on parle, il faut avoir un service spécialisé. C'est, comment dire, un pédiatre, un pédiatre qui traite les diabétiques. C'est comment on l'appelle, donc, par exemple... Diabétopédiatrie à peu près. Très bien. Un diabétopédiatre, un oncopédiatre, c'est des sous-spécialités, d'accord? Mais même un pédiatre, un endocrinologue, il peut le traiter ici à Béchar, d'accord? Il a besoin de suivi, justement. De suivi. Donc, dès qu'il reçoit l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander un bilan et il va le suivre, il va faire l'auto-éducation de l'enfant. Si un enfant à bas âge, par exemple, un enfant de 0 à 3 ans, donc il va faire l'auto-éducation chez ses parents, c'est le père, la mère. Donc, il ne faut pas s'acharner, ce n'est pas quelque chose de méchant, d'accord? Bien sûr. C'est quelque chose de banal, c'est traitable. Comment le suivre? Donc, il va calculer les doses d'insuline en fonction du poids, en fonction du régime alimentaire, en fonction de l'activité, en fonction de l'âge. D'accord? Il y a tout. De la quantité du sucre aussi, de sa glycémie. C'est sûr. Non, l'enfant, on dit que l'enfant, dès qu'il entame l'insulinothérapie, l'enfant, c'est pas comme l'adulte. Il est libre, il mange ce qu'il veut. Mais je parlais de la dose par rapport au taux de la glycémie, c'est-à-dire qu'il va prendre 2-3 prises par jour, c'est selon, il a 2-3 grammes, c'est pas comme celui qui a 4-5 grammes, je ne sais pas. C'est sûr, en fonction de l'âge, en fonction du poids, en fonction... il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et alors, les parents, là, peut-être qu'il y a des analphabètes, ils n'ont jamais appris à faire une piqûre. Est-ce qu'ils devraient eux-mêmes s'occuper de faire Oui, c'est sûr, c'est les parents. Ils doivent apprendre d'autres... Donc, on va faire l'auto-éducation de l'enfant diabétique. Et des parents aussi en même temps. On va faire l'auto-éducation des parents, parce que c'est eux qui vont être responsables de leur enfant. Quand est-ce qu'ils vont injecter de l'insuline, les endroits d'injection, d'accord, les doses. L'enfant, il est en train de grandir, il va augmenter du poids. Donc, en fonction du poids, on augmente les doses d'insuline. Il y a des enfants qui ont peur des piqûres, des parents aussi. Bien sûr, pour instaurer toute une culture d'un coup... Une culture, c'est ça. Donc, on doit besoin d'un psychologue, d'un médecin pédiatre, peut-être d'un endocrinologue, d'accord. Donc, il y a toute une équipe, d'accord. Donc, qui pourrait accompagner les parents et l'enfant. Pour qu'ils acceptent cette... on ne peut pas dire que c'est une maladie grave, mais c'est une maladie qui est devenue un petit peu, comment dire, elle est très simple, d'accord. Banal. Banal, on arrive à vivre avec. Ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai fait mon cursus à l'université de Tlemcen. Il y avait un enseignant, c'est un professeur, qui m'a enseigné le module d'hématologie. Il était diabétique et asthmatique depuis l'âge de l'enfance. Il a appris à vivre avec. Très bien. Et il est devenu un professeur quand même, d'accord. C'est un sportif en plus. Donc, c'est pas...
Bon, la maladie, le diabète, c'est pas un barrage, c'est pas un, C'est pas on un peut pas obstacle. bloquer l'enfant, Voilà, d'accord. on peut avancer évoluer dans sa avec, vie, on peut ouais, c'est sûr. très bien vivre avec. Ouais, Il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie Très bien. et ouais. suivre son traitement et faire Son ses contrôles. traitement, et sans oublier que la science a évolué. Bien entendu. D'accord. Et actuellement, il y a des appareils spéciaux comme le Sibionic, c'est un appareil nouvel. Bon, c'est 2024. C'est un appareil qu'on place ici, dans la peau. Donc, on va la connecter avec le portable par le système de Wi-Fi. Bon, au lieu de piquer l'enfant 5 fois par jour, Elle pique toute seule dès qu'il y a besoin. elle ne pique pas, non. Elle mesure par le portable. Elle mesure la glycémie de 14 jours. Sans qu'on le pique, sans qu'on le traumatise. Bon, on fait le portable. En cas d'hyperglycémie, si la glycémie elle est augmentée ou l'hypoglycémie, elle va signaler. Elle va nous donner des sonnettes d'alarme. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique puisque c'est un glycomètre avancé. Donc, c'est des pages à placer flapot. Bon, on va surveiller l'enfant seulement avec le portable digital. C'est quelque chose de très, très bénéfique, d'accord? Sans oublier qu'il y a des pochettes. Actuellement, il y a des pochettes d'insuline qu'on place sous la peau. Qu'on va remplir avec d'insuline, et bon, c'est elle qui va régler. Je pense que c'est ça que j'ai vu justement. C'est-à-dire ça donne la dose qu'il faut au moment précis. Très bien. Donc vous êtes libre, vous mangez ce que tu veux, le temps que tu veux. Donc elle va régler la glycémie automatiquement. Donc sans oublier en plus que actuellement il est en train de faire des recherches pour faire des greffes, les greffes des cellules bêta de longue rance. Donc c'est en évolution, peut-être d'ici peu de temps, il va y avoir quelque chose de nouveau, d'accord? Et oui, la science avance chaque jour. Et puis, donc peut-être on va oublier le diabète définitivement, d'accord? Inch'Allah, on l'espère. Bien sûr, la science elle est en train d'évoluer d'une façon vraiment très très extraordinaire. Rapide. Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est bien. Donc les malades doivent être vraiment... Puis il y a l'implication aussi de l'intelligence artificielle qui fait que voilà, les gens arrivent à mieux connaître leur maladie, à mieux la traiter, mieux vivre avec. C'est sûr. On a oublié de parler concernant l'alimentation de l'enfant diabétique. L'enfant diabétique, il n'est pas comme l'adulte. Donc, dès qu'il entame l'insulinothérapie, il mange librement parce qu'il est en plein... hyperactif et puis en pleine croissance. Donc, il dépense. Donc, on ne peut pas l'éliminer. L'alimentation, on ne peut pas. Donc, il est libre, il mange ce qu'il veut. À condition, donc, il évite les collations. Entre les repas, il les évite. Il peut prendre des collations, mais dès qu'il prend les collations, il est obligé d'injecter des doses d'insuline rapide, d'accord? Donc, mais l'alimentation, l'adulte et l'enfant, c'est pas la même chose. L'adulte, le corps, il est un petit peu, comment dire, le pancréas, il est fatigué. C'est pas comme peut-être qu'il est actif, il travaille, mais il est fatigué. Alors que l'enfant, le pancréas, il est encore neuf. Très bien, donc il est inutile, puisque les cellules bêta de longue rance, ils sont détruits par des anticorps. Donc, il est inutile. Donc, il a besoin d'insulinothérapie pour vivre, d'accord? Donc, quand on va introduire l'insuline, donc on ne va pas l'empêcher de manger, on ne va pas lui introduire un régime strict. Non, donc il doit manger ce qu'il veut. Il est libre. Parce qu'il est en pleine croissance, il a besoin de calcium. Mais est-ce qu'il peut se permettre, par exemple, des sucreries comme des chocolats, des bonbons à tout moment? Oui, non, pas à tout moment, non. Parce que même un enfant normal n'est pas autorisé à manger tout ce qu'il veut. Bien sûr. Il faut toujours rester vigilant. Entre les repas, de préférence, il faut éviter l'alimentation entre les repas. Il mange les repas, ce qu'il veut, il est libre, puisqu'il injecte son insulinothérapie. Mais entre les repas, s'il a besoin de manger quelque chose, il peut introduire une dose supplémentaire, d'accord? Pour ne pas... J'ai toujours envie de prendre du chocolat, des bonbons. Ah ben oui, c'est un enfant, c'est sûr que... C'est un enfant quand même, d'accord? On ne va pas l'empêcher de vivre quand même, d'accord? Donc, l'enfant, il est libre. Il mange ce qu'il veut au niveau des repas. Il mange ce qu'il veut, il est libre. À condition, il faut qu'il fasse l'insulinothérapie correcte et des doses correctes en fonction du poids et en fonction de l'alimentation. Même l'activité physique,
elle compte, d'accord? J'allais poser la question, est-ce Ouais. qu'il peut jouer, faire de l'activité physique, faire du sport Bon, l'enfant, avant de de faire manière du normale? sport, donc le sport, c'est quoi? Il va faire une activité physique, comment dire, il va consommer de l'énergie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va diminuer les doses d'insuline quotidiennes. S'il prend par exemple 16 unités, il va faire seulement 12 unités jusqu'à 10, parce qu'il va faire une activité physique. Avant d'entamer le sport, il faut qu'il fasse une glycémie. Il mesure la glycémie, d'accord? Puisque donc, peut-être il va... Donc, c'est si la recommandé d'avoir un Bien glycomètre sûr. à la maison, comme ça, il va savoir. Oui, ouais. Il Le peut se faire. glycomètre ou même le Sibionics, qu'on a déjà parlé, le Sibionics, le patch, cet appareil qui est connecté dans le labo, d'accord? Est-ce qu'il est disponible sur le marché Oui, algérien? c'est sûr, elle est remboursable. Bon, pour la caisse militaire, elle est remboursable. Moi, j'ai des copains, des pharmaciens, bon, ils m'ont dit qu'elle coûte 10 000 dinars, d'accord? Elle couvre 15 jours. Elle est vraiment extraordinaire. La glycémie, elle la mesure 24 sur 24. Très bien. Même si tu dors la nuit, demain le matin, là, tu vérifies la glycémie, tu vas trouver la courbe, d'accord? Glycémique, c'est extraordinaire quand même. Donc, il peut faire son propre suivi, savoir à quel Très moment bien. ça augmente, à quel moment ça Ouais. diminue, à quel moment À il quel pourrait moment, prendre donc, ses... qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il Ouais. doit rester sur le même régime? Est-ce qu'il va changer de régime? Est-ce qu'il va C'est augmenter super les- important pour le médecin aussi Bien traitant. sûr, bien sûr. Parce que là, il- C'est mieux que de se faire piquer 5 Tout fois, à fait. d'accord? C'est traumatisant pour l'enfant et pas même pour le malade, d'accord? Il y Même a- pour adultes. Hein. Même pour adultes, d'accord? Donc, elle est la science, elle est en train d'évoluer de façon vraiment extraordinaire. Magnifique. Ouais, magnifique. C'est vraiment, parce que les malades hadou, il faut se mettre dans leur place, d'accord? C'est pas facile d'être... et c'est pas quelque chose de vraiment difficile puisque la science a évolué, mais la science, elle a vraiment, il y a quelque chose de très bénéfique pour le diabète, d'accord, chez l'enfant ou même chez l'adulte, d'accord. Il y a vraiment, la science avance. Alors, pour le service de diabétologie qui a récemment ouvert ses portes à Béchar. L'unité. Oui, l'unité. Alors, ouais. est-ce qu'elle prend en charge les enfants? Est-ce que vous envisagez de faire des séances de sensibilisation Bon, nous, on travaille en collaboration avec l'association de la maison diabétique, d'accord. Il y a des gens là-bas qui sont vraiment très éduqués, donc on travaille avec eux. Il y a des psychologues, donc il y a des endocrinologues, il y a des médecins, il y a toute une équipe, d'accord. Donc la prise en charge de l'enfant nécessite une équipe vraiment multidisciplinaire, d'accord. Bien C'est pas entendu. quelque chose de difficile puisque... Mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous avez Bien entamé les sûr, procédures? bien Est-ce sûr. qu'il y a Actuellement- lieu de faire des séances de sensibilisation au milieu scolaire? Bon, c'est le travail de l'EDS, hein, c'est le travail de la médecine scolaire. On informe les médecins là-bas, les médecins généralistes, d'accord, comment faire l'auto-éducation de l'enfant diabétique, donc quand est-ce qu'il doit prendre son insuline, l'alimentation. On ne parle pas de régime alimentaire, c'est l'enfant, puis c'est un enfant, donc Ah oui. il est libre, comme je t'avais dit, il peut manger ce qu'il veut, mais au moment des repas, en dehors des repas, de préférence, il faut éviter l'alimentation en dehors des repas, d'accord? Donc, on les éduque, les médecins, donc, au milieu scolaire. Alors, si on va par exemple à la prise en charge au niveau scolaire et en parlant particulièrement des enseignants, Ouais. quand ils ont des enfants de bas âge qui sont malades, diabétiques, qui ont des maladies chroniques, comment ils peuvent justement interagir avec eux, les prendre en charge en classe? C'est-à-dire que je sais qu'un enfant qui prend de l'insuline, il a des horaires fixes, il Bien doit sûr, prendre son bien repas sûr. avec lui. Ouais. Quand c'est deux prises, à la limite, le matin avant d'arriver, le soir. Mais s'il y a 3 prises, par exemple, et que c'est au moment où il est scolarisé. Quelquefois, il y a 4 prises chez l'enfant. C'est bon. La plupart du temps, on conseille à l'enfant de prendre l'insuline lactate rapide. C'est une insuline rapide, d'accord. La plupart du temps, c'est des insulines rapides, d'accord. L'insuline rapide, quelquefois, 3 fois, elle se prend 3 fois jusqu'à 4 fois. Bon, parce que comment dire, la durée d'action, c'est 4 heures, 5 heures maximum, d'accord. Le pic d'action, c'est 2 heures et demie. Donc, on peut y aller jusqu'à 4-5 fois. Donc, l'enseignant doit être au courant, il faut l'informer, il faut le sensibiliser. Donc les parents déjà doivent aviser Bien l'école, sûr, aviser bien l'enseignant, sûr, savoir si l'enseignant a déjà des idées préalables Très bien. sur la maladie, sinon Bien sûr. le former, pourquoi Bien pas. sûr, bien sûr, on doit former L'initier à la Bien sûr, maladie. oui.
Donc on informe les médecins généralistes au niveau des établissements scolaires et eux, ils vont informer les enseignants avec les parents staff encadrant que de manière l'enfant peut générale. ramener avec lui des collations, d'accord, peut ramener son insuline, il y a des glaciers à apporter, d'accord. Oui. Il peut ramener son insuline tant qu'il est libre. S'il arrive au moment de prendre ses collations, donc il peut les prendre, d'accord, c'est son droit. Il faut être d'accord. compréhensif Sinon, que voilà, il met sa vie en jeu. bien sûr. Si jamais il ne mange pas. Vraiment, actuellement, on n'a pas eu de problème avec les enseignants. Ils sont coopérants, les enfants, ils sont vraiment... Tant mieux. Ouais, ils sont libres de prendre les collations, l'insulinothérapie. Actuellement, on n'a pas de problème avec les enseignants, même les médecins généralistes, l'EDS. Ils sont coopérants, donc ils sont compétents, même ils sont à jour, d'accord. S'il y a du nouveau, on les informe, d'accord. Très bien. Il y a les communications, elle passe toujours, d'accord. Puisque en 2024, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux au niveau du domaine du diabète. Il y a beaucoup de choses, d'accord. La science, elle est très, très rapide. Même le domaine L'Internet aussi joue un rôle important dans la formation, dans la sensibilisation. Il faut savoir la source d'où on ramène l'information, d'accord. C'est très important, d'accord. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Un dernier mot, parce que nous arrivons à la fin de ce plateau. Bon, le dernier mot, qu'est-ce que je veux dire? Donc, le diabète, c'est pas un obstacle. Le diabète, on peut vivre avec le diabète, on peut vivre le plus normalement possible. Puisque je t'avais dit la fois passée que j'ai un professeur, c'est en médecine, qui m'a enseigné, c'était un diabétique et un asthmatique depuis l'âge de l'enfance. Mais vraiment, c'est un type sportif, il est vraiment costaud. Il nous a donné l'exemple. Donc, oui, ce n'est pas un handicap, c'est une maladie comme tant d'autres et on peut vivre facilement avec. On peut vivre facilement. Donc, je vous remercie, docteur Moussaoui, infiniment pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. والله بين بخر ما ونزام ونانا علا راضي الله على شفاعته رسول الله بين بخر ما ونزام ونانا علا راضي الله على شفاعته رسول الله بين بخر ما ونزام ونانا وبغيت نزور قبر النبي المصطفى صلى الله عليه هذاك اللي نرجى شفاعته بغيت نزور قبر النبي المصطفى صلى الله عليه هذاك اللي نرجى شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام ولنا علا راضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام ولنا علا راضي الله على شفاعته ما تنهيني عليه لا خدمة لا تجارة صلى الله عليه راضي الله على شفاعته ما تنهيني عليه لا خدمة لا تجارة صلى الله عليه راضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام ولنا علا راضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام ولنا علا راضي الله على شفاعته وبغيت نزور مكة وجبل عرفة وندول السلام راضي الله على شفاعته بغيت نزور مكة وجبل عرفة وندول السلام هذاك اللي نرجى شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام ولنا علا راضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونزام
والسيد علي وجماعته الحسن والحسين لالا فاطمة زهراء راكب السرحان والسيد علي وجماعته رسول الله به نفخر همه ونسام مولانا علاه رضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونسام مولانا علاه رضي الله على شفاعته رسول الله به نفخر همه ونسام مولانا علاه رضي الله على شفاعته رسول الله بنفخر همه ونساه مولانا علاه رضي الله على شفاعته رسول الله بنفخر همه ونساه مولانا علاه رضي الله على شفاعته رسول الله بنفخر همه ونساه مولانا علاه رضي الله على شفاعته هو جانا النبي رسول الله وفاطمة. Et voilà, c'était une belle chanson de Kenadza. Alors, nous arrivons à notre troisième plateau avec ma troisième invitée que je retrouve juste après ce jingle. Justement, comme c'est le mois du patrimoine qui se déroule du 18 avril au 18 mai, donc j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés la présidente de l'association Asala wa Ibda, Madame Bniamina Betoul. Bonjour, bienvenue. Bonjour, l'honneur de moi aussi. Là, nous sommes sur le plateau Béchar. Comme à chaque fois, nous sommes ravis de vous retrouver. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de la tenue traditionnelle de la région qui s'appelle les arts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette tenue? Donc, nous في période نتاع شهر تورات اللي هو كما قلتي 18 ماي avril mai. Justement, كما نقولوا لي زار سي ان باتريمون اللي هو تاع لباس تقليدي اللي تميز به المراه الصحراويه اللي هو لي زار والمراه الساوريه ككل. Exactement. Justement, c'est la saoura. Et puis, on a plusieurs types des arts, ça dépend de l'endroit. وثاني لي زار تتميز به الالجيري كامل ماشي غير. C'est l'appellation qui change. Voilà, les couleurs ولا لا كوب دو نتاع لو هذاك لو لا تيسو ميم لي كولور اللي يختلفوا والعفسه تاع لا كوب لا ديكوب وكاع. دونك حنايا في بشار اللباس هو هذا لي زار اللي نقولوا له يتكون من قطعتين على غرار لي زاكسيسوار. كاين الملحفه اللي هي الاولى لو وكاينه العبايه اللي نديروها اللي تجي لتحت اللي هي العبايه تختلف على حسب لو طون الكليما تاعنا. الا كان الصيف يديروا حاجه خفيفه بالتيسو شاش صحراوي ولا كانت الملحفه لو ثاني كان عندها تيسو متميز بكري اللي هي ما تخيطش اللي هي نحسبوها المتراج نتاعها تولي فيه 10 دروع اللي هي 5 مترات تجي طويله وتلف غير بالحزام تاع الصوف اللي كان يكون فيه الرمز نتاع المراه الصحراويه اللي كانت تنسج بالصوف ويديروا به الحزام. ثاني كان لي زاكسيسوار كانوا غير بالفضه. قبل لي زاكسيسوار قولي لي لي كولور شوفي كانت لو بلون دائما سهل حاضر الملحفه الفوقانيه تكون بيضاء حاضر. لي كولور فاش يختلفوا في السفايف اللي كانوا ينداروا قبل كان بالخضراء بالحمراء بالصفراء. الخضر والاحمر عندنا هنايا في الجنوب الغربي كاين قصور الشمال وكاين واد الحرور ولا نقولوا اللي يجيب بين الساوره وواد الحرور اللي هو العبادله ثاني يتميز بليزار اللي يتميزوا به سكان المنطقه خاص يعني عندهم الميزه نتاعهم الخاصه بهم. وثاني كاين قصور الشمال اللي هي الاحمر موغل بوكايس اللي هي تشلحيت نتاع بشار. ثاني عندهم الامازيغ تاع المنطقه
اللي عندهم واحد لي كولور اللي يتميزوا بهم باتول غادي البرتقالي. نحبسوا ان بتي مومون اون فا فوار هاد لو فيتيير اللي دارته notre collègue Jawida Baba Ahmed justement pour découvrir cette tenue traditionnelle et nous reviendrons pour continuer le débat. Les arts, tenue traditionnelle des femmes de la Saoura, incarnent à lui seul toute une tradition d'élégance, de pudeur et d'identité culturelle. Cette pièce de tissu ample et fluide, généralement en coton ou en soie légère, est portée avec une grâce naturelle par les femmes de la région. Plus qu'un simple vêtement, le lézard est un véritable symbole de l'héritage saharien transmis de génération en génération. يتلبس بالبترول وبهذه الطريقه هذه يتلبس فيه 2 متر ونص. Nous utilisons un morceau de tissu de plus de 3 mètres. On met ce genre de ceinture qu'on nomme le ftoul de cette façon-là. C'est ça notre tradition, c'est ça notre tenue traditionnelle. La femme de Gir se distingue par ses bijoux en argent. Il y a ceux spéciaux pour le franc, et ceux pour le ftoul, et ceux pour ce qu'on appelle jneih, les ailes. La robe en dessous doit être de couleur jaune ou orange. Jadis, les femmes ne portaient que les arts. Elles mettaient leur bébé ici quand elles faisaient leur ménage. C'est une sorte de poche. Elles sortaient avec, cultivaient la terre avec, elles le portaient quotidiennement. Sa manière d'être drapée autour du corps révèle un art subtil, mélange de modestie et de raffinement. C'est notre histoire, notre passé, notre futur, notre culture. Il représente tout pour nous. عندنا الجنايح الفتول هذا يقولوا له عندنا الجنايح عندنا خص تاع الفضه. Ce sont les ailes, jneih, le ftoul, le khas en argent et riht l'oud. Le ftoul est spécifiquement porté par la femme mariée. La jeune fille porte à la place un fil vert. Le ftoul, c'est la famille du marié qui s'en charge. La mariée et sa belle-mère, elles seules portent les arts de couleur blanche. Les autres invités portent d'autres couleurs. والعائله نتاعهم عادي يلبسوا كيما هكا 5 من الدار 6 7 على حسب العائله. Aujourd'hui, alors que la modernité transforme les modes vestimentaires, les arts continuent de défier le temps, rappelant à chacun l'importance de préserver les racines et l'identité culturelle. Dans chaque pli du tissu, c'est l'histoire du désert et la voix des anciens qui se murmurent encore. Mon association lutte pour la préserve de cet héritage. La femme qui ne porte pas les arts, c'est sûrement pas de la région de la Saoura. Et voilà, c'était la découverte de l'atelier traditionnel des arts. On a vu plusieurs utilisations justement. La femme qui cultivait la terre, qui emmenait son enfant à l'intérieur de cette petite poche qui s'est incrustée à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce que vous avez vu avec nous sur ce VTR? Justement, هذا هو اللي زار تاعنا. Ils ont résumé la situation. هذاك هو نيشان اللي زار اللي كانت تلبسه المرأة البشارية الصحراوية اللي تميز هو رمز للتراث الموروث الثقافي نتاع المنطقة نتاعنا.
اللي كان يتداول بكري كانوا يلبسوه الامهات الجدات ميم صغارات، اللي كانوا يتلبس ميم في العراس. باتول بصراحه بكري كنا نشوفوه في العراس، ميم برا يخرجوا به، كانوا يخرجوا به برا، خرجوا به برا. كانوا لي فام حتى من يروحوا معروضين ولا تشوفيها لابسه دي بلاصه به لابسه. كاين غير واش كاين دي ديفيرون، كاين اللي تاع برا وحده، تاع العراس وحده، تاع الدار ثاني اللي تدخل بها وحده. هذاك لا غوب دانتيغيور ولا غوب تاع دخلت علينا دخلنا لا مودرنيزاسيون. قال لك جديد فرح به والقديم لا تفرجش فيه. جوستومون احنا واش نسعاو كوم اون اسوسياسيون ولا كوم هكا اللي نحافظوا على الباتريمون تاعنا، التراث نتاعنا، لازم نحافظ. كيفاه نحافظوا عليه؟ عندنا الاصل ونضيفوا نضيفوا عليه لمسات تاع العصرانه. اذا كنتوا تذكرتم كانت معنا حاضره المحطه المشكوره دائما، محطه بشار دائما حاضره معنا في المناسبات، في المواسم اللي هي سباقه في الاعلام، مشكوره عليه. كنا 2014 2015 2016 درنا طبعات نتاع ميس ثوره، الشابه اللي ترتدي اللباس التقليدي اللي قلناها ملكه جمال الثوره. كان هذا ميس ثوره كان عندها ان بوت، واش هو نشوفوا بغينا الشابات تاع المنطقه اللي يلبسوا لنا ليزار، والليزار خليناه كمسابقه لمبدعات في فن الخياطه. ما كناش خياطات، كنا مبدعات في فن الخياطه، اللي هما يعطونا كل وحده تعطي اللمسه نتاعها، النظره نتاعها في ليزار نتاعها اللي هو الاصل دوريجين، ونعطوا له دي توش موديرن، وتلبسه شكون الشابه باش يكون متوارث من جيل لجيل، ويكون دوموندي في العراس تاعنا، يكون دوموندي جوستومون. هذيك البيريودا بالفعل كان رواج كبير للليزار تاعنا، وكانت اقبال عليه كبير. وديرنييرمون رحنا نشوفوه في العراس نتاعنا، تلبسه العروسات، تلبسه كيما نقولوا المعروضين. جوستومون راهي تلبس قديم، لا ماشي تلبس مودرن، وما يتلبسش شاوي. حنا ما عندناش شاوي. جوستومون راني نشوف بلوس الردا سكي زابيل تاع الشاويه ولا تاع التمثالين ولا تاع، بصح ليزار مالوروزمون ما تمودرنيزاش، il n'a pas été modernisé. والبروبليم encore plus سي كو ما نلقاوهش وين نشروه ولا وين نخيطوه. دونك il faut vraiment كاين كيلكوزون لي كوتوريير اللي بالك خاص تكون فريمون تعرفيهم. واحد يجي من برا الولايه ولا علاش هكذا؟ علاش احنا وصلنا لهذا لو بوين؟ علاش ما راحش دوموندي؟ خاص يكون دوموندي من لا كليونتيل. اي بصح خاص يكون دوموندي، ولا كانت المبدعه هي دير دي موديل. فوالا راكي تقولي لي ديجا باغ اكزومبل كيما هذه لوكازيون باغ اكزومبل تاع ميس الثوره، سيتي اون اوكازيون باش توروه، باش تلاقوا ما بين الخياطات والشابه. وجوستومون دوبي 2016 ما درتوهاش. لا درنا 2017 طلعنا لالجي، احنا طلعنا الجزائر العاصمه في لا كروند بوست، طلعنا باللباس بلا ميس ثوره، بلا توني ليزار الونسيان اي مودرن، وكان رواج كبير. باتول انت نعرفك في كامل لي زوكازيون تلبسيه، ما نجمش نحكوا عليك انت كجمعيه. لا نحكوا على عامه الناس. نحكي لك كواقع. وي مي نحكوا على عامه الناس. ابخي ليفينمون اللي ندارت 2014 2015 2016 كنا دي زانفيتي دو دونور في الجي سونتر، كنا درنا ليكسبو في لا كروند بوست، و ميم طون درنا ليفينمون تاع لا كلوتور تاع 8 مارس 2016 تما كنا دي زانفيتي، و ميم طون درنا اللباس تاعنا. كانوا هي اوغوزمون كانوا كاع لي ولايات تاع الجزائر اللي كانت اللباس التقليدي القبائلي حاضر، كان القصيديه ما شاء الله حاضره، وكان اللباس الصحراوي البشاري بليزار حاضر مودرن. وانا نقول لك ذاك الوقت هي الله غالب. دوك احنا عندنا من شاف بيت القصيد صافي 6 ans 7 ans شفناكم غايبين. وين راه علاش غبنا؟ خاطرش نقولوا للاسف الشديد منطقه بشار كانت صارت بها النكبات، صارت بها حتى شهر التراث هذه المره وما درناش. علاش ما درناش؟ جراء الكوارث الطبيعيه اللي دارت، والحمد لله. بصح ماشي معناتها احنا حبسنا ولا درنا غيبتور، لا احنا مازلنا احنا ماذا بينا جوستومون سي ان هيريتاج، سي ان باتريمون فوالا اللي نحافظوا عليه ونخلوه يتوارث. ورانا نشوفوا كامل لي توني تراديسيونيل الجيريان، كو سوا البلوزه الوهرانيه، كو سوا القسنطينيه، كو سوا الكراك والقبائليه كاع ولاو، وداو الردال تاع الغرب بزاف صوالح كاين موجود.
يطوروا وراهم شابين ويتلبسوا، تلقى العروسه بالك ما تتصدرش كون ما تضربش عليهم تورنه وتلبسهم كاملين. حنا ماذا بينا على الاقل عروس بالشريه. كيفاش جاتني ليدي كان العراس تاعنا اللي كنت نحضر لهم العروسه تصدر بالهنديه. وشتي الهنديه الحاجه اللي كنت نكرهها انا يعني الهنديه الباكستانيه دخلوا علينا واحد الاوقات طويله قطعه قماش طويله برك وتلف. هذا حنا عندنا تقاليدنا. دونك حنا اللباس نتاعنا عنده وقار، عنده حشمه، عنده يضيف جماليه للمراه البشريه ولا الصحراويه ولا اي مراه كي تلبس لباس ليزار تعطيها واحد كيما نقولوا تزيد فيها النص همه وشان، تعطي لها حتى شوفي البلوزه تعطيك همه، القسمطينيه تعطيك همه، الكراكو وحتى الليزار تاعنا كي تلبسيه يعطيك ذاك الوقار، ديك الحشمه وديك الجماليه اللي تضفي المراه جماليه اكثر. حنا بدليل باش ما نشاطركش الراي نعطيك لو سونس كونترير تاعك لكن اللي راها عندك نبدلها شويه. انا ماذا بيا انا لو كان عندنا دعوه لمهرجان دولي لفنون الطهي والحلويات، مهرجان كالما قالمه اللي في شهر التراث دائما. والدعوه واش كتبين لي فيها ماذا بيك تجيبي لنا ليزار نتاعكم البشاري اللي راه دوموندي من عندهم بلا ما ندوموندو لك بات ولا عارفه دائما انت لا قالوا لي جيبي لنا ليزار وتجيبي لنا القعده البشاريه وصينيه لاتاي والشاي اللي باش نشاركوا كولايه بشار نشاركوا هي كل ولايه الجزائر راها مشاركه وكل دول العالم مشاركه تما ومهرجان دولي باش نشاركوا بون شوز سي اون اوكازيون جوستومون سي اون اوكازيون باش نعاودوا نبرزوا التراث ككل من الاكله من اللباس التقليدي وبالخصوص ليزار والصينيه الشاي والشاي دائما يكون حاضر في الجنوب الغربي. يعطيك الصحه يا بتول بنيامين، نتمنى لك دائما التوفيق، بون كوراج في الشومان تاعك، دائما حافظه على الاصاله وعلى الابداع. بون كونتينياسيون كاعلام ان شاء الله. احنا دائما مرافقينكم هذا واجبنا. يعطيك الصحه، merci d'avoir accepté l'invitation, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec cette pause musicale justement, c'est une danse traditionnelle de la région qui s'appelle Hobi et qui se porte dont les femmes justement sont habillées avec la tenue traditionnelle lézard.
Et voilà, c'était la danse traditionnelle de Houbi en direct de la station régionale de Béchar. Si vous venez de nous rejoindre, alors bonjour, bienvenue. Nous arrivons à notre quatrième plateau et avec notre quatrième invité, c'est Monsieur Mejdou Gourari. Bonjour, marhaba bik, bienvenue. Alors, nous allons parler justement du 1er mai. أول mai, c'est la journée تاع العمال, تاع les travailleurs. On sait que l'Algérie, comme le reste du monde, célèbre le jour تاع 1er mai. كاين مكتسبات تحققت, كاين مازال أمور خاصهم يحققوها, مازال كاين ممكن تحديات راح تواجه العمال. واش تقدر تقول لنا على 1er mai؟ المناسبة هذه هي مناسبة سعيدة ومحطة تشريفية للعمال واعتراف بالجهود المبذولة نتاعهم. أن لولا هذه الفئة الهامة يعني في المجتمع الجزائري لما تم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وفي حقيقة الأمر يعني العمل عمل مقدس مكرس دستوريا. يعني الجزائر مختلف الدساتير التي عرفتها أعطت أهمية خاصة للعامل وأعطت أهمية خاصة للحق في العمل، وكانت هناك ترسانة قانونية هامة نظمت يعني العمل، نظمت حقوق العامل، نظمت المستخدم كهيئة مستخدمة، اعترفت بمجموعة من الحقوق، ظروف العمل. الجزائر كطرف فاعل في المجموعة الدولية ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق العامل، حقوق المستخدم، هيئة المستخدمة، بمعنى أن حتى وفاء الجزائر من حيث الالتزامات الملقاة على عاتقها تقارير إيجابية رفعت من شأن هذه المنظمات العمالية باتجاه الجزائر على أن الجزائر التزمت بما تعهدت به من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية. مؤخرا يعني الوثبة التي تعيشها الجزائر، الوثبة الاقتصادية أو الانتعاش الاقتصادي، الفضل فيه الأول يعود للعامل، للطبقة المهمة يعني في المجتمع. لذلك فنتقدم بأسمى التهاني وأحلى التبريكات لفئة العمال، يعني هذه الفئة الهامة هذه. والسيد رئيس الجمهورية من خلال التزامه بجعل يعني الجزائر قوة اقتصادية، بجعل الجزائر دولة تسير يعني مثل ما صارت عليه دول ماليزيا، اندونيسيا، يعني هذه الدول التي اصبحت يعني لها مكانه اقتصاديه هامه تنافس يعني كبريات الاقتصاديات وكبريات الدول. يعني الجزائر تتجه يعني في هذا المسار، يعني في هذا الاتجاه. لذلك فالمشاريع انفتحت على مشاريع كبرى. نعم، المشاريع الاستراتيجيه الكبرى يعني التي اطلقتها الجزائر، ولا يخفى على الجميع وان ولايه بشار يعني استفادت يعني من مشاريع استراتيجيه كبرى، واحتفت وافتخرت واعتزت بزياره السيد رئيس الجمهوريه للولايه، اين دشن يعني مشاريع استراتيجيه كبرى وتفتخر بها الجزائر، وهي امتداد حتى الى البعد الافريقي. أنه لا يخفى على الجميع أن السيد رئيس الجمهورية دائما يجسد مبدأ حسن الجوار مع الدول الإفريقية. فعندما نلاحظ مشروع القرن كاراج بيلات ومشروع السكة الحديدية بشار تندوف الذي يبلغ طوله 950 كيلومتر، وهو امتداد كذلك لدولة شقيقة هامة دولة موريتانيا إلى منطقة الزويرات، أول منطقة تجارية حرة. بمعنى نشوف هنا وش هي الآثار الإيجابية التي ستنعكس على المنطقة ككل، بمعنى أن آثار إيجابية اقتصادية على الجزائر وحتى يعني على الدول الإفريقية. يعني هذا لا يتأتى إلا بكفاءات جزائرية خالصة، وهو الأمر الذي يحسب للجزائر، وهو أن تجسيدها لكبريات المشاريع هذه بأيدي جزائرية. يعني هذا أمر نفتخر به. لماذا؟ أكيد. نفتخر به لأن اكتسبنا كفاءة، اكتسبنا خبرة. والأمر المهم في هذه المسألة إلى جانب تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع هو تجسيدها في ظرف زمني وجيز قياسي. يعني هذا هو المهم، بمعنى أنك أنت باش تكتسب مكانة اقتصادية يعني قارية
وتكتسب احترام من طرف كبريات الاقتصاديات العالميه، يعني منين توفر على الكفاءه المحليه المحترفه المهنيه في ظرف زمني وجيز، بمعنى انك تسير في الاتجاه الصحيح. وإن فورماسيون دو كاليتي حتى نوعيه، يعني نوعيه التكوين. التكوين. هنا كاين نقطه يعني تضاف، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفه، وهو ان الدور الايجابي اللي تقوم به الجامعه. أكيد. الجميع يعلم ان هناك انفتاح خارجي من طرف المؤسسات الجامعيه على المحيط الاقتصادي، بمعنى ان هناك تغيير لطريقه التفكير حتى عند هذا الشاب. ولا يخفى على الجميع ان الجزائر تسخر بقوه شبانيه هائله. هذه القوة الشبانية الهائلة عندها مؤهل جامعي، هي المورد الأساسي هي المورد الأساسي وهي الخزان. يعني هذه الفئة الشبابية الهامة اللي عندها مؤهل جامعي متخصص انفتحت على المحيط الخارجي، ولينا واش نشوفوا مؤسسات ناشئة، يعني مؤسسات اقتصادية، ولينا نشوفوا أن الطالب الجامعي منين يتخرج يمشي مباشرة يتجه الى الحياه الاقتصاديه. ستارت اب وراهم يروحوا في مشاريع ناجحه. نعم. والتطبيقات والحاضنات اللي راهم في الجامعات، الى جانب الحاضنات اللي في الجامعات، بمعنى ان الجزائر يعني اتجهت في اتجاه يعني متنامي يعني الاطراف، بمعنى انها حققت ما يعرف بتوليفه بين جميع الفاعلين الذين من شأنهم أن يحققوا يعني النتيجة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية المستدامة. مع أنه عمر الجزائر ماهوش طويل 70 سنة نعم. من الاستقلال فقط. نعم. نشوفوا بأنه مشاريع كبرى بدأت ترى النور على أرض الواقع. نعم. من بين أهم المكتسبات ممكن اللي حققوها العمال الجزائريين منذ الاستقلال، واش تقدر تقول لنا؟ يعني احنا عندنا مكتسبات كبيرة، بمعنى أن عندنا مكتسبات. مشينا في قطاع المحروقات، إذا مشينا في قطاع الغاز، إذا مشينا الآن في كراج بيلات اللي هو يعني معدن ما نحكيش كمشاريع، ولكن نعم. نحكي بالنسبة للعامل هذا لومبلويي اللي اليوم راه يحتفل بالبروميي ماي، وأنه حقق العديد من ممكن الأشياء اللي كان يبحث عليها كوم لو كادغ اغريابل ديجا في الترافاي. نعم. ممكن ظروف العمل من قبل كانت صعيبة. نعم. كانت الآن العامل أنه يعمل يعني في أريحية، يعمل في أحسن الظروف. يعني مسألة الحقوق، يعني تم توسيع حقوق بالنسبة للعامل. هنا عنده تمثيل نقابي، عنده حماية اجتماعية، عنده حماية قانونية، عنده وسائط البدائل، عنده مفتشية العمل. يعني هذا أمر مهم حتى في مسألة التقاضي. يعني قبل ما يلجأ القسم الاجتماعي على مستوى المحكمة يمشي لمفتشية العمل، إلزامية محضر الصلح، عنده آجال محضر الصلح هذا عنده مدة 6 أشهر. بمعنى هذه كلها تعتبر ضمانات، يعني وهذه ضمانات بفضل جهود يعني اللي حققتها يعني فئه عماليه هامه. يعني في سي لاميليوراسيون دو كادر دو ترافاي، باسكو كي تحسن له لوندروا اللي يخدم فيه اكيد. نعم. راح يكون عندها عطاء اكبر وينفع البلد وينفع نفسه. اكيد، وهذا ينعكس يعني كما ذكرتي بالايجابيه على نوعيه العمل المؤدى. يعني حنايا في مرحله سابقه ممكن ان كنا ننتظروا ان الانجاز، لكن في المرحلة الحالية يعني نوعية الإنجاز، كيفية الإنجاز، ماهوش الكم اللي يهم ولكن النوعية، الكيف. وهذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه الجزائر. يعني الجزائر أصبحت الآن حتى في المواطنين ما ولاتش أنك تقدم لك خدمة، وإنما نوعية الخدمة. يعني أصبحت هناك جودة الحياة الآن. يعني في الجزائر أصبح عندنا حديث عن جودة الحياة. يعني من هو العنصر الأساسي في تحقيق هذا المبتغى؟ هو العامل. يعني احنا نشوفوا بصح العامل يعني كل ما عندهاش مرافقة من طرف الدولة، يعني مرافقه يوميه. احنا الشيء الثابت يعني عندنا في الجزائر انه ما راش عندنا الان مرحله نتاع نص ديال القرار، وانما هناك اصدار القرار ومرافقه تنفيذ وتجسيد هذا القرار على ارض الواقع. هو الشيء اللي يحقق لنا يعني استراتيجيه الدوله كلها رجعت نعم. للمرافقه، رجعت للمرافقه وتسير في الاتجاه الصحيح. الآن يعني عندما نتحدث يعني على قطاع الخدمات، يعني هذا القطاع الحيوي الهام واللي يعتبر يعني عمود فقري للاقتصاد الوطني، هذا ما مشيناش فيه بعيدا لولا يعني العناية الخاصة للعامل. بمعنى انك منين تشوف العامل وتشوف الظروف الاجتماعيه نتاع العامل وتشوف التكفل الصحي يعني بالعامل، يعني نمشوا ابعد من ذلك حتى القائمه تاع الامراض المهنيه، يعني تم التوسيع نتاعها بالمقارنه بمرحله زمنيه سابقه. طب العمل يعني في حد ذاته يعني تخصص، بمعنى ان هذا العامل الكفاله الاجتماعيه، يعني مرافقه يعني اجتماعيه، عائله العامل، تمدرس يعني ابناء العامل، كاين حتى دي بريم سبيسيال اللي يعني المنح اللي يديهم، مساله التقرب العائلي على اساس مقر العمل، بمعنى يعتبر مبرر شرعي لطلب التحويل، وحتى لا ميزون ديسبونيبيليتي اللي عندها يعني علاقه الحقوق. الابعد من ذلك هو ان المشرع الجزائري
اعطاه مده سنه يعني كاجازه باش يقدر يمشي مثلا يدخل المجال الحر وينشا مثلا ينشا مؤسسه، بمعنى ان هذه كلها ولا يشارك حتى في اعمال ممكن سياسيه ولا اعمال السياسيه الى غير، بمعنى انها كلها تعتبر مكتسبات، يعني تعتبر مكتسبات. وهنا يعني للعامل ان يفتخر بجزائريته ويفتخر يعني بما يعني توفره له الدوله الجزائريه يعني من حقوق وحريات في هذا المجال، ويحتفل باول ماء بفخر، باول ماء بكل فخر. علاش؟ لان اذا يقوم بعمليه مقارنه بسيطه يعني مع دول الجوار يلقاهم مازال كما قلنا يطالبوا بابسط الحقوق. نقول بان ابسط الحقوق مازال ما عندناش الان انك منين تشوف انه عنده تمثيل نقابي، عنده تعبير العطل المرضيه، عنده العطل السنويه، عنده انه التكوين اللي هو مهم، وي لي فورماسيون التكوين اللي هو مهم. ان هذا العامل هذا ما نلقيكش عليك مجموعه من الالتزامات والواجبات، لا نضمن لك التكوين الحق في الترقيه والحق في الترقيه، بمعنى ان مجموعه من الحقوق، يعني الحقوق هذه يعني تنعكس بالايجاب على الاداء وعلى المردوديه نتاع العامل. واش تضمن لنا السير الحسن للمؤسسه الاقتصاديه ولا المرفق العام. وتقريبا كل المؤسسات الاقتصاديه ولا عندهم قانون داخلي، وكي تقول قانون داخلي معناها عندك حقوق وعندك واجبات تنظم العمل تاعك داخل الهيئات. ومنين نقول قانون داخلي كاينه نقطه مهمه في صياغه بنود ومواد القانون الداخلي، ان دائما الشريك الاجتماعي داخل مساهم بنسبه كبيره. اكيد هذا هو، بمعنى ان الان نشوف ان العامل بطبيعه الحال انه في احسن الظروف ما ننساش بلي ان هذا العامل او العامل الجزائري تسوق لما هو افضل دائما لما هو احسن، وهذا حق مشروع اكيد. لكن احنا الشيء اللي نفتخر به كجزائريين من نشوف انا مشاريع استراتيجيه كبرى يعني تم اطلاقها من طرف الجزائر وتم الانجاز نتاعها في ظرف زمني وجيز، بمعنى ان هنا ممكن ان حتى نفتخر بالعمال. أكيد حققنا كثير من المكاسب مقارنة بدول الجوار وحتى بدول عظمى اللي ممكن حاسبين رواحهم حققوا أشياء كبيرة واللي يتغناوا بالمساواة، يتغناوا بحقوق المرأة. من أكبر الأشياء اللي محققينها الجزائريين هي المساواة في السالير، في الراتب ما بين الرجل والمرأة. نعم بكل تأكيد، هذا يعتبر يعني من أهم المكتسبات المعترف به لفئة العمال، وهو المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، يعني في إخضاعهم لنفس ظروف العمل، في إعطائهم الاعتراف لهم بحرية الإبداع يعني والاختراع والمبادرة. ليست هناك مفاضلة بين العامل ولا بوستولاسيون ثاني لي بوست. نعم، وحتى مسألة أن المفاضلة حتى في مسألة المناصب. نشوف ان عندنا احنا في الجزائر ان المراه اصبحت تتقلد جميع المناصب التي ممكن عند الدول لا زالت اليوم حكرا على الرجل وفقط. الان يعني لا توجد هناك مفاضله عندنا في الجزائر في مساله تقلد المناصب والوظائف الساميه، في مساله يعني الحقوق، في مساله الترقيات، في مساله ضمان التكوين. يعني نفس يعني الحقوق المعترف بها للعامل الرجل هي نفسها المعترف بها للمرأة العاملة. وسيرتو بارابور للسالير نشوفوا بلي دي فام اللي يخدموا في دي غران بيي اوروبيان اللي حاسبين روحهم فريمون يديفوند لا فام، وين تلقى باللي fait la même fonction avec le même diplôme, le même nombre d'heures, mais le salaire n'est pas le même. نعم، وهذا ثابت. يعني وسائل الإعلام الأجنبية يعني كشفت الستار على عديد يعني هذه الإشكالات هذه اللي تعاني منها يعني دول يعني هامة يعني في حقيقة الأمر، ودول التي تغنت كثيرا بحقوق فئة العمال، لكن بحقوق يعني الإنسان بصفة عامة الإنسان، لكنها اصطدمت يعني بالواقع، يعني واقع مرير. أبعد من ذلك وهو أن السيد رئيس الجمهورية مؤخرا يعني قام بتمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة. هذا مكسب إضافي كذلك أكيد. يعني يعترف به للمرأة العاملة، على أساس أن هناك تفكير جدي، على أساس أن هناك خلق لظروف حسنة ولأريحية تامة للمرأة العاملة لأداء واجبها على الوجه المطلوب، وعلى أداء واجبها داخل نعم. وخارج المنزل. نعم، داخل وخارج المنزل. وهذا اللي عنده موضوع ذو صلة، بمعنى أن مسألة عطلة الأمومة عندها علاقة بمسألة حتى الأطوار التعليمية الثلاث، الابتدائي أكيد. والإكمالي والثانوي، ومسألة سن التقاعد. يعني رئيس الجمهورية يعني من خلال القرار نتاعه الهام يعني التاريخي يعني قلص يعني من سن التقاعد
بالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل على مستوى قطاع يعني التربيه والتعليم. يعني هذا كذلك يعتبر من المكتسبات. وهنا نشوفوا التوجه نتاع الجزائر يعني عنايه خاصه بجيل المستقبل، يعني جيل الغد، بمعنى انه يوفر له جميع الظروف، سواء الظروف الاجتماعيه يعني او الظروف المعيشيه يعني او الظروف العائليه، يعني بمعنى انه يكفل له يعني رعايه نفسيه، يكفل له رعايه اجتماعيه، ويكفل له يعني رعايه ماديه. اكيد. يعني هذا يعني يعتبر من المكتسبات. وهنا نشوفوا ان العمال الجزائريين حق لهم يعني أن يحتفوا ويحتفلوا يفتخروا بجزائريتهم، يفتخروا يعني بالحقوق الاستثنائية الممنوحة لهم. وهنا ثاني كاين إشارة هامة نشير إليها، وهو أن في هذا الظرف الاقتصادي العصيب الذي تعاني منه دول كبرى، يعني احنا نشوف هنا في هذا السياق أن هناك دول أوروبية يعني أصبحت عاجزة في مديونية، عندها مديونية. يعني نشوف أن دول الجوار عندها عجز رهيب، انها ما قدرتش تحقق يعني اكتفاء يعني ذاتي. يعني في هذه يعني الظروف يعني الاستثنائيه اللي تعيشها دول المعموره، نشوفوا ان الجزائر يعني استطاعت يعني ان توفر للعامل الجزائري ظروف الراحه المطلقه التامه، تضمن له تكوين نوعي ممتاز عالي المستوى باطارات واكفاء يعني جزائريه خالصه، تطلق يعني مشاريع استراتيجية كبرى التي من شأنها أن تجسد أن حقيقة المواطن الجزائري من صلب يعني اهتمامات السيد رئيس ومواكبة أيضا للتطورات، مواكبة للتطورات، نشوفوا إدراج للذكاء الاصطناعي في عديد المجالات، الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف باقتصاد المعرفة، استخدام يعني أحدث التكنولوجيات. يعني نمشي لقطاع هام اللي هو القطاع الفلاحي اللي هذا مشات له الجزائر وكتنويع لمصادر الاقتصاد عندنا الوطني، ونشوفوا هذا الاهتمام بالزراعة الصحراوية. يعني جميع يعني المناطق يعني الصحراوية التي تزخر بها الجزائر أصبحت هناك استخدام لتقنيات حديثة متطورة لضمان منتوج نوعي وفي ظرف زمني وجيز، ودائما نركز على الكفاءة الجزائرية عالية المستوى، بمعنى أن هناك يعني إيجابيات يعني كثيرة يعني اكتسبتها يعني فئة العمال في الجزائر، يعني ولا زالت هناك يعني مشاريع، ولا زالت هناك أهداف مسطرة يعني لتحقق من خلالها الجزائر مبتغاها، وهو أنها تتبوأ المكانة الطبيعية باستغلالها الأمثل لثرواتها الطبيعية وكفاءتها البشرية. يعطيك الصحة سيد قراري مجدوب على كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه المعلومات. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Un dernier mot peut-être. نجدد تهانية وتبريكاتي لفئة العمال الجزائريين، ودامت الجزائر منتصرة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك على كل هذه المعلومات سيد مجدوب قراري. Ravi de vous avoir accueilli ce matin, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie mes invités, je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. زوقنا بحماك جود نفضل يا طه بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. زوقنا بحماك جود نور الهدى يا طه بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. زوقنا بحماك جود يا نور الهدى طه بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. زوقنا بحماك جود يا نور الهدى طه يا بحر